Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux types qui sont allés dans des endroits interdits extrêmement dangereux. Le premier proche d'un volcan en éruption et le deuxième sur une île peuplée par des hommes préhistoriques pas super sociables. Ouais, vous avez bien entendu, les hommes préhistoriques, contrairement aux idées reçues, ça existe toujours. Allez, vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour un nouvel épisode de HVI. L'île de la Réunion, pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est dans l'ouest de l'océan Indien, non loin de l'île Maurice et de Madagascar. C'est une île qui regorge de sites naturels magnifiques et d'une nature préservée. Non seulement le climat tropical y favorise une végétation abondante et offre une faune et une flore très spécifiques à l'île, mais il s'agit également d'une île volcanique. Au nord, le Piton des Neiges, qui culmine à plus de 3000 mètres, et au sud-est, le Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise entre en éruption en moyenne tous les 9 mois, avec un volume de lave comparable à celui de l'Etna, ce qui en fait l'un des volcans les plus actifs de la planète. Et ça ressemble à quoi en vrai, Jamy? D'abord, il faut savoir que les volcans permettent à la Terre, notre planète... Non, je plaisante. Pour faire simple, le volcan est constitué d'un large dôme, situé au centre d'une grande zone d'affaissement d'environ 13 km/9, appelée l'enclos. Ça a son importance parce que vous le verrez, l'accès à l'enclos, donc au plus près du volcan, a évolué au fil des années, et c'est un élément clé de cette histoire. D'abord, en 1972, la préfecture de l'île prend la décision, lors d'une éruption, d'interdire l'accès public à l'enclos pour des raisons de sécurité. Mais ça fait grincer des dents, les habitants de la Réunion n'étant pas vraiment ravis qu'on leur interdise l'accès à leur volcan. L'interdiction a finalement été levée et l'accès au volcan est donc resté libre, même en cas d'éruption. Et au début des années 2000, les autorités ont décidé de mettre en place un dispositif de réglementation et d'organisation de l'accès aux sites d'éruption évolutif. En gros, le dispositif a pour but de permettre au public d'observer les phénomènes volcaniques tout en interdisant un accès trop proche afin de garantir au mieux la sécurité de tout le monde. Là encore, depuis sa création, le dispositif ne cesse de créer la polémique. Alors que certains sont d'accord pour dire que l'aspect sécuritaire du dispositif est largement justifié, d'autres critiquent là encore une obstruction à la liberté de circuler. Mais en tout cas, lorsque le volcan entre en éruption dans la nuit du 22 au 23 août 2003, l'accès à l'enclos est interdit au public. Le volcan, très actif depuis quelques mois, entre en éruption aux alentours de 18h. Plusieurs petites fissures se créent, mais l'écoulement de lave y cesse relativement rapidement. La fissure principale, en revanche, située sur le flanc nord du Piton, se crée aux alentours de 22h, et elle est la seule encore active le lendemain matin à 8h. Alexandre, un jeune réunionnais de 22 ans, habite de l'autre côté de l'île, à Saint-Denis. Il est passionné de sciences et plus précisément de sciences de la Terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vient de terminer sa deuxième année de DUG en sciences de la vie, option sciences de la Terre. Et l'année suivante, il compte bien continuer dans cette voie en passant sa licence en biologie, toujours avec option sciences de la Terre. Lorsqu'il apprend que le Piton est entré en éruption, Alexandre décide immédiatement de se rendre sur place, dans l'espoir d'observer de ses yeux ce phénomène géologique incroyable. Et il n'est pas le seul, plusieurs autres étudiants de l'université décident eux aussi de faire le voyage. Le mercredi 27 août 2003, donc, Alexandre est au pied du volcan. Armé de son appareil photo, il emprunte le chemin balisé qui mène au plus près de la faille principale. Non seulement il veut observer la coulée de lave, mais il aimerait bien aussi pouvoir faire quelques belles photos. Seulement voilà, souvenez-vous, depuis le lundi, l'accès à l'enclos a été strictement interdit. Certes, il est possible d'observer la coulée depuis le sentier balisé, mais c'est un petit peu loin et on voit pas si bien que ça. Alexandre aimerait bien être un peu plus près pour mieux voir d'abord, mais aussi pour avoir de meilleures photos. Il décide donc de quitter le sentier balisé et de s'aventurer dans l'enclos pour s'approcher au plus près. Il trouve un petit surplomb qui offre une vue imprenable sur la coulée de lave, mais alors qu'il est en train de prendre des photos, le surplomb cède sous son poids et Alexandre fait une chute de près de 7 mètres dans la faille. D'autres observateurs assistent à la tragique scène, il est aux alentours de 20h30. Les secours sont immédiatement prévenus, mais à cause de la nuit, l'hélicoptère ne peut pas décoller. Les équipes de pompiers, de gendarmerie et le SAMU doivent donc se rendre sur place à pied. En attendant qu'ils arrivent, des témoins de la scène tentent désespérément de venir en aide à Alexandre, en vain. Il est tombé trop bas. Il parvient cependant à communiquer avec eux et leur indique souffrir de douleurs dues à la chute, bien sûr, mais aussi d'une intense chaleur. La température dans la faille sera plus tard mesurée. Il faisait 260 degrés. Lorsque le peloton de gendarmerie de haute montagne arrive sur place, Alexandre est malheureusement décédé. À cause non seulement de la chaleur, mais à cause également des émanations de gaz toxiques. Les secouristes mettront 5 heures à récupérer le corps sans vie du jeune homme, mort de sa passion. L'éruption, quant à elle, après 5 jours d'activité intense, s'est arrêtée brusquement à 21h52 ce mercredi 27 août, soit même pas 1h30 après la chute d'Alexandre. D'un côté, je comprends Alexandre. Je suis moi-même photographe amateur et si j'avais la possibilité d'aller photographier une coulée de lave ou une éruption volcanique, je serais sans doute le premier à y aller. Maintenant, de là à aller au-delà des limites autorisées, sachant les dangers qui sont encourus, je suis pas sûr. Et vous ?
Les îles Andaman, ça vous parle? C'est un archipel situé dans l'océan Indien, au sud-ouest de la Birmanie, qui compte 204 îles. Selon les anthropologues, les tribus d'autochtones peuplant les différentes îles seraient arrivées d'Afrique il y a environ 50 000 ans. Maintenant rattachées à l'Inde, les îles ont, au fil de l'histoire, été convoitées par de nombreux pays. Mais leurs habitants ont toujours férocement défendu leurs terres. En 1290 déjà, Marco Polo serait passé au large des îles et aurait déclaré « Il s'agit d'un peuple de coupeurs de têtes ». Mais tout réfractaires qu'ils sont au monde extérieur, les colons finissent par les soumettre et se sont appropriés la vaste majorité des îles. D'abord appartenant à l'Inde danoise, à partir de 1754, les Britanniques finissent par racheter les îles en 1789 pour y installer le plus grand bagne politique du monde. Ensuite occupées par les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, mais toujours sous contrôle britannique, elles deviendront partie intégrante de l'État indien en 1947. Les populations autochtones ont d'abord été réduites en esclavage et ont été en grande partie décimées par diverses maladies. Bah ouais, vivant depuis tout ce temps en autarcie, le système immunitaire des insulaires n'était pas prêt du tout pour les différents germes, virus et autres saloperies ramenées par les colons. Une seule tribu a résisté à toute incursion du monde extérieur. Il s'agit de la tribu des Sentinelles. Cette tribu vit depuis toujours de la chasse, de la pêche et des plantes présentes sur leur île. Au fil du temps, plusieurs tentatives de contact ont été effectuées, mais à chaque fois, les Sentinelles accueillent les visiteurs à coups de lance et de flèches. En 1880, une expédition britannique armée a pour but de capturer des habitants de l'île. Ils s'y rendent de nuit et parviennent à faire prisonniers 2 membres adultes ainsi que 4 enfants. De retour à Port-Blair, la plus grande ville de l'archipel, la santé des 2 plus âgés se dégrade rapidement avant d'entraîner leur mort, sans doute à cause d'un virus. En guise d'excuse, les 4 enfants sont ramenés sur l'île, chargés d'offrandes. Mais bon, offrande ou pas offrande, on peut comprendre que ça n'a pas forcément donné une très bonne image de l'homme blanc aux sentinelles. Et ils sont donc laissés tranquilles jusqu'en 1967, date à laquelle le gouvernement indien commence une série d'expéditions visant à établir le contact en déposant des offrandes sur la plage. Mais malgré des débuts prometteurs, le peuple des Sentinelles change tout à coup d'avis et montre des signes d'agressivité. Les expéditions sont donc annulées et toute tentative de contact interrompue. Puis en 1996, le gouvernement indien décrète une nouvelle loi. Il est désormais strictement interdit à qui que ce soit d'approcher l'île des Sentinelles. Autant pour préserver son peuple que pour préserver la vie de ceux qui tenteraient de s'en approcher. Un peu plus tard, en 2004, suite au tsunami, un hélicoptère est envoyé pour vérifier de loin si les membres de la tribu ont survécu. Il est accueilli par une volée de flèches. Et quand on parle des flèches des sentinelles, on parle pas de petites flèches. Il s'agit plutôt de lances, des espèces de pieux à l'extrémité extrêmement acérée, de plus d'1 mètre de long, mais propulsés par des arcs. Plus récemment, en 2006, 2 pêcheurs braconnent à proximité de l'île. La nuit, ils s'endorment et leur bateau dérive jusqu'au rivage de l'île des Sentinelles. Ils se font attaquer et perdent la vie. Là encore, un hélicoptère est envoyé afin d'essayer de récupérer les corps, et là encore, il est accueilli par une salve de flèches. Les sentinelles veulent qu'on leur foute la paix, et ils l'ont fait comprendre à de très nombreuses reprises. Avant qu'on continue, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire, et si vous aimez la vidéo, lâchez un petit like, c'est le bon moment. Allez, on part maintenant de l'autre côté du monde. Ça, c'est John Shaw. Il est né en décembre 1991 dans l'Alabama et grandit dans une famille chrétienne pratiquante. John et sa famille, en plus d'être très croyants, sont des passionnés de nature et ils font régulièrement des week-ends camping et de la randonnée. C'est donc tout naturellement que John rejoint les Boy Scouts et s'implique également dès sa plus tendre enfance dans des actions caritatives avec sa mère. Il a une admiration sans borne pour les explorateurs, mais aussi et surtout pour les missionnaires tels que David Livingstone ou encore Bruce Olson, qui apportent la parole de Dieu à tous, même les peuples les plus distants, tant par la distance géographique que par leurs croyances. Un jour, alors que John fait des recherches sur Internet, il découvre l'histoire des sentinelles et du sort qu'ils réservent aux étrangers. Il a alors une révélation. Il se doit d'aller convertir ce peuple habitant sur le dernier bastion de Satan, comme il l'écrit dans son journal. Mais John n'est pas stupide et même s'il considère maintenant cette mission comme une mission divine, il ne part pas bêtement sur un coup de tête. Il décide de commencer par se préparer, par se former, pour aborder cette mission dans les meilleures conditions possibles. En guise d'entraînement, il commence par effectuer de nombreuses missions, au sens premier du terme, au cours desquelles il répand la parole divine en Afrique du Sud, en Irak ou bien même tout simplement chez lui, dans l'Oklahoma. Puis en 2015, il se rend pour la première fois sur les îles Andaman. Mais il n'a pas l'intention de se rendre sur l'île des Sentinelles. Pas cette fois. Cette fois, il vient juste pour observer les us et coutumes locaux, préparer la mission et commencer à se faire des amis sur place. Parce que des amis, pour réunir les ressources nécessaires, il va en avoir besoin. Mais John est plutôt sympa et sociable et c'est donc sans difficulté qu'il se lie d'amitié avec plusieurs habitants des îles Andaman. Évidemment, il ne sympathise qu'avec des gens qui, comme lui, ont une foi inébranlable en Jésus, mais pour le moment, il ne parle à personne de son projet. L'année suivante, il revient sur l'archipel, passe du temps avec ses amis sur place et commence doucement à évoquer sa folle idée.
Il ne sait pas vraiment comment ses amis insulaires vont accueillir le projet, mais à sa grande surprise, ils sont tous convaincus que s'il y a bien une personne qui peut mener cette mission à bien, c'est John Shaw. Il est tellement investi dans sa mission qu'il apprend même les rudiments du dialecte supposé des Sentinelles. Son plan commence tout doucement à prendre forme. C'est en 2017 qu'il prévoit d'aller à la rencontre des Sentinelles. Malheureusement, à cause d'une mauvaise morsure de serpent, il est hospitalisé et ne peut pas se rendre sur les îles. C'est donc l'année suivante, en 2018, que John décide qu'il est temps de mettre son plan à exécution. D'abord, grâce à ses relations, il parvient à trouver un tout petit village de pêcheurs, dernier escapé d'une tribu des îles voisines, et parmi les villageois, une équipe de 5 pêcheurs avec leur bateau qui acceptent de l'emmener sur place. Il s'est également procuré un kayak pour approcher seul et sans avoir l'air trop menaçant. Et comme il prévoit d'emmener avec lui de nombreuses offrandes choisies avec soin, médicaments, matériel de pêche, des cartes avec des images pour faciliter les communications, il se procure aussi un conteneur étanche. Le 16 novembre, il est fin prêt et il attend le milieu de la nuit pour embarquer sur le bateau de pêche loué pour l'occasion. Bah ouais, pour tromper les autorités maritimes, c'est mieux de faire le trajet de nuit. Le lendemain matin, John pagaille avec son petit kayak en direction de l'île. Une multitude de sentiments se bousculent dans sa tête. De l'excitation bien sûr, mais aussi un petit peu d'appréhension. Comment vont-ils réagir à sa présence ? Il ne va pas tarder à le découvrir. Alors qu'il approche, 2 sentinelles sortent de la jungle et, debout sur la plage, lui font face. Ils lui hurlent quelques phrases, entrecoupées de rire, qui laissent penser à John qu'ils sont certainement en train de l'insulter ou de se foutre de sa gueule. En tout état de cause, il ne semble pas le considérer comme une menace. Un peu rassuré, John prend cependant garde à rester à bonne distance, suffisamment loin pour ne pas être atteint par des tirs de flèches le cas échéant. Puis les 2 hommes troquent leur arc pour des pagaies, sautent dans une pirogue et viennent dans sa direction. John lâche dans l'eau du poisson fraîchement pêché en guise d'offrande et recule. Pendant que les sentinelles se saisissent de l'offrande, John les observe et tente d'analyser leur réaction. Il ne sent aucun signe d'hostilité, il décide donc de se rapprocher un peu, et puis un peu plus, jusqu'à atteindre la plage. Pendant ce temps-là, d'autres sentinelles sortent de la jungle et observent la scène de loin. La plupart ne sont pas armés, à l'exception d'un jeune garçon qui vient avec son arc, mais ne semble pas menaçant pour autant. John semble même discerner de la bienveillance chez eux. Il décide alors que c'est le moment idéal pour mettre le pied à terre et il se saisit de son conteneur étanche avec les offrandes et leur temps tremblotant. Mais soudain, tout s'accélère. L'un des hommes de la tribu se saisit de son kayak et part avec. Le jeune garçon de loin bande son arc et décoche une flèche en plein sur John. La flèche vient miraculeusement se planter dans la bible du jeune homme qui, paniqué, se jette à l'eau et nage aussi vite qu'il le peut en direction du bateau de pêcheurs, à un peu plus d'1 kilomètre de là. Une fois à bord, sain et sauf, John est plein de doutes. Il a perdu son kayak, le conteneur étanche avec toutes les offrandes qu'il comptait leur donner, mais il décide de rester positif. Dans son journal, il écrit « Je suis reconnaissant de toujours avoir la parole écrite de Dieu avec moi. » Tu m'étonnes. Puis il s'interroge, toujours par écrit dans son journal « C'est étrange, en fait non, c'est normal. J'ai peur. Voilà, c'est dit, je ne veux pas mourir. Serait-il plus sage de partir et laisser quelqu'un d'autre prendre la relève ?» Sous un soleil de plomb, John se met à prier. Pour n'importe qui d'autre, la décision aurait été très simple, demander aux pêcheurs de faire demi-tour et rentrer à la maison. Mais pour John, c'est très différent. Souvenez-vous, il considère que l'île est le dernier bastion de Satan. Il est extrêmement croyant et considère sa mission comme une mission divine. Du coup, même si c'est au péril de sa vie, réussir à libérer les habitants de l'emprise de Satan et leur permettre d'accéder au paradis serait un acte d'amour et de dévouement extraordinaire. Il dit aussi aux pêcheurs que la flèche qui a atterri dans sa Bible, c'est un signe que Dieu veille sur lui. C'est donc pour toutes ces raisons que John Shaw, bien conscient des risques, décide de passer la nuit au large et demande aux pêcheurs de le ramener aux abords de l'île le lendemain matin. Puis il leur demande de s'éloigner, non seulement parce qu'il pense que sans ce gros bateau derrière lui, il apparaîtra peut-être moins menaçant, mais aussi parce qu'il veut éviter aux pêcheurs, le cas échéant, d'assister au triste spectacle de son exécution. Alors que John nage de nouveau à la rencontre des sentinelles, le bateau s'éloigne, emportant avec lui son journal ainsi que 2 lettres, dont l'une pour son meilleur ami, où il écrit « Il y a des chances que j'y reste. On se revoit bientôt, bro. Et oublie pas, le premier arrivé au paradis gagne. » Lorsque les pêcheurs reviennent le lendemain matin, John n'est nulle part. Au bout d'un moment, ils aperçoivent du mouvement sur la plage, ils se saisissent alors d'une paire de jumelles. Il s'agit d'un sentinelle qui traîne le corps sans vie de John avec une corde attachée autour du cou. C'est quand même fascinant et en même temps un petit peu effrayant de se dire qu'il existe toujours sur la planète, au jour d'aujourd'hui, des tribus qui vivent en mode homme préhistorique. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il vaut mieux éviter d'aller taper la discute avec eux, ça n'a pas trop l'air d'être leur truc. Voilà, allez regarder cette vidéo si vous voulez entendre plus d'histoires d'endroits interdits. Et si vous avez trouvé le secret / easter egg caché dans la vidéo, marquez en commentaire de quoi il s'agit et du timestamp auquel il apparaît. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!